Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va parler de Kering aujourd'hui. Est-ce que nous avons une opportunité d'investissement? La question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Bon, on appelle ça la panique. Les gens sont en train de paniquer sur Kering, Hermès, enfin pas Hermès, comment on appelle ça? Le secteur du luxe en général. Ce fameux secteur qui, techniquement, sur lequel on ne peut jamais payer d'argent, qu'importe le prix d'acquisition. Vous constatez qu'on ce n'est que de la consommation discrétionnaire. Et quand on commence par la consommation discrétionnaire, je l'ai fait avec LVMH hier, donc ça va rester la même chose. Les deux vidéos vont ensemble. Qui dépense pour acheter ces produits? C'est de la vente au détail. Comment est-ce qu'on distribue le produit? Toutes les entreprises n'ont pas la même stratégie. Et l'argument selon lequel Kering dépend énormément de Gucci, c'est pas plus grave que ça. Faites attention. Hermès dépend également beaucoup d'Hermès. OK? Tout dépend de la gestion de la marque derrière. OK? Tout dépend de la gestion de la marque derrière. Donc, le plus important, sur Kering ici, ils vendent quoi précisément? Est-ce que c'est plus de la maroquinerie? Du prêt-à-porter? Se situe où? Dans tout ça, dans tous les cas de figure, tout ça reste, tout ceci, c'est uniquement la consommation discrétionnaire. Quand qui dit consommation discrétionnaire, c'est-à-dire que de temps en temps, on peut s'attendre à des ralentissements. OK? À des ralentissements. Consommation discrétionnaire, certes. Dans quelle zone géographique? Quel est l'état des lieux dans ces zones géographiques-là? OK? Quelqu'un disait ici tantôt en commentaire, « Oh, la récession en Chine, tout ça, je n'achète pas. » Il y aura toujours des récessions. Ça ne sera pas la première fois ni la dernière fois. Et je vous dis toujours, quand le marché vous présente une opportunité d'investissement, ça vient toujours avec un problème. Et à nous d'identifier le problème en question et de vérifier si ce problème est temporaire ou durable. OK? Vous n'achèterez jamais le point le plus bas, vous ne vendrez jamais au point le plus haut. La seule raison pour laquelle vous vous inquiétez sur Kering en date d'aujourd'hui, c'est parce que la plupart du temps, les gens sont uniquement basés sur des chiffres. D'accord? PER, etc. C'est bien, mais ce qui t'aide à tenir, c'est la connaissance du business. Le ralentissement, c'est une certitude, il y en aura toujours, qu'importe la compagnie. Toujours. Aucune entreprise ne monte jusqu'au ciel. Donc, il faut faire attention aux multiples de valorisation. Donc, ça ne veut pas dire ici que si vous achetez une entreprise à 50 fois les bénéfices, vous n'aurez pas forcément raison sur 10 ans. Tout va dépendre de la croissance, etc. Donc, le plus important derrière se trouve dans le qualitatif. C'est le plus important. Donc, quand on regarde les états financiers d'une compagnie, dites-vous que c'est plus une étude du passé plutôt qu'une étude du futur. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais le passé, c'est passé, donc c'est-à-dire que ça pourrait ne plus revenir. Non. En regardant le passé ici, le plus important pour moi, c'est d'identifier les tendances, des médianes, des moyennes. Je n'ai pas envie de surpayer pour une quelconque entreprise. Quand je regarde ceci, je me dis, OK, nous avons une entreprise qui était à 27 milliards en 2002, aujourd'hui c'est 20 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise est mal gérée ou quoi que ce soit. Il a peut-être vendu des segments d'activité. Juste en regardant ce graphique, c'est la première chose qui me vient en tête, c'est la vente de certains segments d'activité. OK? Et je constate également que depuis 2011, on est en croissance. 2011 à aujourd'hui, on a quand même vécu... Depuis 2008, c'est quand même de très belles années. Ça fait 15 ans à peu près que le marché n'est que haussier. Ça fait 15 ans à peu près que l'économie en général se porte bien. À un moment donné, il faut bien un léger ralentissement. D'accord? Ça ne fait pas 15 ans qu'on a de l'inflation à ces niveaux-ci. L'inflation joue également sur ces entreprises. Ça joue également sur les personnes qui achètent ces produits. OK? Dites-vous que les gens qui achètent également ces produits, c'est monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, et également des personnes qui sont un tout petit peu, qui ont des niveaux de vie un tout petit peu plus élevés, des revenus un tout petit peu plus élevés. OK? Mais le gros des comment on appelle ça? Le gros ici des ventes est à peu près réalisé par pas réalisé, mais la majeure partie des gens qui achètent ces produits-là, c'est vous et moi. C'est monsieur tout le monde. C'est monsieur et madame tout le monde. OK? Tout le monde n'est pas millionnaire. Mais les gens qui ont à peu près, qui ont, c'est pas moi, 30 000, 40 000, 50 000 euros l'année peuvent se permettre d'acheter du Hermès, du Gucci. Hermès, c'est différent. OK? Peut-être au niveau d'Hermès, la clientèle est
un tout petit peu plus select. On va se dire comme ça. Mais sur Kering, ça reste assez correct. Même sur Louis Vuitton. Il y a des gens qui sont capables de payer le sac sandwich là. Je ne sais même pas combien ça coûte. Mais voilà. Il y a des gens qui ont les moyens de le faire. Donc, les gens qui consomment également du Kering, c'est des gens que vous rencontrez dans la rue. La majeure partie de la population. Enfin, si on prend le salaire moyen, ils peuvent se le permettre. Au moins une ceinture en passant, une sacoche ou bien voilà. OK? Donc, ces gens-là, quand ils sont affectés, quand on a un ralentissement économique, quand on parle d'inflation, ils font des choix. Une ceinture Hermès ou bien, enfin, une ceinture Gucci, une chaussure Gucci ou bien remplir mon frigo. La réponse est là. Et évidemment, on n'est pas, c'est pas la même chose que du Zara ou ce genre de choses-là. Mais dites-vous que leur customer base également, c'est des personnes comme vous et moi. Revenons donc aux chiffres. Croissance des revenus depuis 2011. Je vois ici que quand je remarque qu'on a ce genre de variation si c'est une compagnie, je veux voir à peu près si les marges sont au moins stables, sinon croissantes. C'est ce que je veux voir. Et par rapport aux marges brutes, je remarque que les marges brutes sont de plus en plus croissantes. Donc, il y a de grandes chances que cette compagnie ait volontairement vendu des segments d'activité pour s'orienter vers des segments où elle a des marges où elle peut augmenter les prix, où elle a des marges bien plus élevées que ça. Et ça, j'aime bien. C'est Gucci dépendant, etc. Mais ça fonctionne. Les marges sont là et c'est une stabilité, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On a à peu près des marges de 70% ici depuis 2017. Donc la probabilité pour qu'on ait le même niveau de marge dans le futur est assez élevée. Ensuite, on va regarder les marges EBITDA. C'est bien d'avoir des marges brutes qui montent. Est-ce que les marges EBITDA augmentent également? Et ici, on peut voir que oui. Ça augmente même littéralement, c'est même une explosion. OK? Parce que dites-vous que là où Kering avait des marges brutes de 40% à peu près, vers 2001-2003, on avait des marges EBITDA de 8%. Aujourd'hui, avec une stabilité des marges de près de 70, supérieure à 70% ici, on a des marges EBITDA aux alentours d'une trentaine de pourcents. Et ça, on aime ça. Ça veut dire qu'on peut se projeter facilement dans le futur. C'est-à-dire qu'on peut avoir la probabilité pour qu'on ait à peu près du 30% dans le futur est assez élevée. OK? Ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Il augmente ou il diminue? Déjà, il est stable et il diminue. On aime ça. Ensuite, je vais regarder le net income. Donc, le résultat net. Il augmente. Comparé au free cash flow. On est même sur le même graphique. Les deux parlent le même langage. Et je peux le vérifier encore en faisant ceci. Ça reste la consommation discrétionnaire dont je ne serais pas étonné ici qu'il y a à peu près des variations par rapport aux besoins en fonds de roulement. Également, je ne sais pas si les loyers sont inclus ou pas dans les free cash flow. Parce que si les loyers sont inclus dans les free cash flow, ça va biaiser le free cash flow ici. Il aura tendance à être plus élevé. Donc, pour les compagnies européennes. Donc, ici, je vais prendre les free cash flow cumulés sur les dernières années avec les net income cumulés, histoire de voir si on a à peu près la même tendance. Sur les 20 dernières années, free cash flow 27 milliards, net income 25 milliards. 2 milliards de différence. Pas grand-chose. Sur les 10 dernières années, 18 milliards de free cash flow, 18 milliards de net income. Les deux vont dans le même sens. 5 dernières années, 13 milliards 700 de net income, 13 milliards 300 de free cash flow. 500 millions de différence. C'est magnifique. Si vous regardez la vidéo sur Rémi Cointreau, on a passé le temps à peu près à expliquer la différence ici ou pourquoi est-ce qu'il faut faire attention quand l'écart est très élevé. Est-ce que l'écart est de moins en moins élevé ou bien de plus en plus élevé? Ici, on va voir que c'est plutôt la même chose. On a même des free cash flow qui ont même tendance à être plus élevés que ça. Et ça, j'aime déjà. Donc ici, les net income et les free cash flow parlent le même langage. Maintenant, les marges de net income, est-ce qu'ils vont dans le même sens que les marges brutes et les marges EBITDA? Sur les 20 dernières années, on a du 7,8423%. 10 dernières années, on a du 14,61%. 5 dernières années, on a du 17,76%. Quel est l'objectif de marge du management ici? 17, 18, 19%? Qu'est-ce qu'il recherche? Mais on peut constater ici qu'on est sur une tendance d'augmentation des marges. La pandémie étant passée par là, on remarque ici que l'entreprise, je vais prendre des marges, je vais plutôt prendre ça. Voilà, la pandémie étant en 2019, en 2018, pourquoi est-ce qu'on a eu des marges de 27%, des marges nettes de 27%? Est-ce que c'est exceptionnel? Il y a de grandes chances que ce soit exceptionnel. Donc,
je pourrais dire ici que la tendance en termes de bénéfices nets ici est aux alentours de 17,76%. Soit même gentil, on va mettre du 18%. Ça ne va pas changer grand-chose. OK? On voit bien qu'on a une augmentation des marges. Maintenant, le revenu, il augmente également. Et maintenant, on va se poser une question. Disons-nous qu'à partir d'aujourd'hui, Kering, plus de croissance de revenus. Elle reste à 20 milliards 560, ce qu'on a eu ces les dernières années. 18% de marge nette ou de free cash flow, ça donne 3 milliards 700. Vu l'augmentation des marges de cette compagnie, OK, vu la stabilité des marges, vu le produit qu'elle vend ici, il y a de grandes chances que Kering s'échange entre 20 et 25 fois les bénéfices. Je vais prendre 20 fois les bénéfices pour être gentil. Enfin, je ne suis même pas gentil. Prenons 20 fois les bénéfices. Ça donne à peu près 74 milliards. Moins la dette nette. Et encore, la dette nette ici, je ne sais pas si les loyers sont inclus ou pas. Et la dette nette, est-ce qu'elle diminue ou elle augmente? Elle augmente plutôt. Mais encore une fois, je ne sais pas si les loyers sont inclus ou pas. Vous rappelez ici des free cash flow, n'est-ce pas? Le net income à 3 milliards 700. Je constate ici qu'on peut repayer la dette nette en moins de 3 ans. C'est déjà une bonne chose. Moins 8 milliards 900 ici, la dette nette, ça donne à peu près 65 milliards. Divisé par le nombre d'actions, aux alentours ici de 122,65, je l'arrondis à 123, divisé par 123, ça donne à peu près 529 € l'action. 529 € l'action inclut quoi? Un revenu de 20 milliards 560. Ce qui veut dire que si je vais investir sur Kering, il faut vraiment que je vérifie. Quel est le driver du revenu ici? À court terme, on peut avoir un ralentissement. OK. Mais ce qui m'intéresse, c'est le long terme. 3, 4, 5 ans. 3 ans, ce n'est même pas du long terme. Mais voilà. 5 ans en montant. Taille du marché. Est-ce que Kering croît plus vite que le marché en général ici? Quelle est la stratégie de croissance du management ici? Ensuite, on regarde les marges. C'est basé sur des marges de 18%, des marges nettes. Actuellement, on a 17,76. Il y a de grandes chances qu'on monte à 18% ici. OK? Ensuite, à 20 fois les bénéfices. Pourquoi est-ce que j'ai pris 20 fois les bénéfices? Ça reste ici un business qui augmente, qui a un pricing power. Et un pricing power qui a été éprouvé par le temps. OK? Combien de fois les bénéfices vous êtes prêt à payer pour ce genre de produit-là? Hermès, Hermès, qu'est-ce que j'avais Hermès? Kering aujourd'hui s'échange en moyenne à 22 fois les bénéfices des 12 derniers mois. Et en prenant en considération les bénéfices ajustés des 12 mois suivants, le marché a tendance à payer 16 fois les bénéfices. Enfin, sur les 10 dernières années, il paye 17 fois les bénéfices. 5 dernières années, il paye 19 fois les bénéfices. Donc, ça va se situer ici. Si je prends une hypothèse, disons, le minimum ici, c'est 17 fois les bénéfices. Maximum, c'est 20 fois les bénéfices. Et ça reste assez gentil. OK? Donc, c'est pour ça que je reste à peu près 20 fois les bénéfices. Je ne serais pas surpris qu'on arrive à 25 fois, mais ça va vraiment dépendre de la stabilité de la croissance des revenus, la stabilité ici de l'augmentation des marges au niveau de Kering. Donc, cette compagnie, je vois déjà que le plus important, j'aimerais qu'elle rachète ses actions parce que c'est tellement sous-évalué que ça ne... Voilà. Et ça peut être sous-évalué avec raison. Mais la raison présentement, est-ce qu'elle est durable ou temporaire? Parce que le ralentissement, ça arrive, c'est de la consommation discrétionnaire. Donc, pour moi, aujourd'hui, du Kering, c'est pas fou de s'attendre ici à du 529 € l'action. Retournons l'équation. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 44 milliards. 44 milliards 90 millions. Un business qui pourrait me rapporter 3 milliards 700 par an. C'est un rendement de 8%, les amis. 8%. Dans 15 ans ici, Hermès, je peux récupérer... Hermès... En une quinzaine d'années sur Kering, j'ai même une quinzaine d'années, en 13 ans, je peux récupérer ma somme de départ. Si l'entreprise me distribue la totalité des bénéfices nets ici en free cash flow, je peux récupérer ma somme de départ. Donc, Kering, au prix actuel, reste intéressante. Ça ne veut pas dire que le prix va augmenter du jour au lendemain. Je n'en sais rien du tout. Franchement, je n'en sais rien. Ce qui m'intéresse déjà, c'est de ne pas surpayer. Et comme on l'a vu ici, les bénéfices, les revenus sont stables. Sauf maintenant si vous pensez que Kering, les marques fortes de Kering vont avoir tendance à mourir. Auquel cas, il faut peut-être avoir une idée sur les revenus de l'entreprise. L'évolution surtout, pas les revenus des 12 derniers mois. Parce qu'on peut avoir à connaître qu'un ralentissement ici.
OK? Donc, je reste optimiste sur du Kering. Le dividende ici, il est safe. Pas besoin d'en parler. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître ici. D'accord? Il n'est que de 3,86%. Ils peuvent vous reverser du 5,30 si vous voulez aujourd'hui. Sinon, plus que ça demain. Est-ce que c'est un business prévisible? En termes de free cash flow, il y aura tendance à avoir des zigzags ici parce que le free cash flow ici avec les BFR, ça peut être parfois fluctuant. Les analystes peuvent parfois avoir de la difficulté à anticiper un BFR. D'accord? Mais en termes de net income, si c'est du 60, bénéfice net ajusté, c'est du 75% de temps, ils ont raison. Donc actuellement, on vous vend cette compagnie à 14 fois les bénéfices. Même si tu n'es pas optimiste sur Kering, ça mérite quand même un 2% de ton portefeuille. Et après, tu fermes les yeux, tu restes tranquille. C'est tout. En tout cas, je pense que Kering en date d'aujourd'hui est intéressante au prix actuel. Ça ne veut pas dire que le prix de l'action ne va pas continuer à baisser. Ce n'est pas plus grave que ça. On aime bien ce genre de couteau qui tombe. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller lire les rapports financiers pour comprendre quelle est la raison en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle est temporaire ou est-ce qu'elle est durable? À vous d'aller répondre à cette question. Moi, j'ai une idée. Je me dis que la probabilité pour qu'elle soit temporaire est plus élevée. Mais Kering est bien géré sur les dernières années. Très bien géré même. Et on va en reparler tantôt parce que je vais refaire d'autres vidéos sur le secteur de la vente au détail en particulier. Comment est-ce que vous pouvez suivre l'évolution des stocks? Parce que les stocks nous donnent beaucoup d'informations sur ce type d'entreprise. OK? Donc, si tu as du Kering, si tu l'as même acheté, je ne sais pas moi, 500, 600 euros l'action, c'est pas plus grave que ça. Tu as peut-être surpayé, hein? On s'entend. OK, ça représente quelle partie de ton portefeuille? Est-ce que tu vas avoir tendance à alimenter ton portefeuille sur les mois à venir? Peut-être que sur du Kering en date d'aujourd'hui, tu vas peut-être moins mettre. OK? Mais il y a de grandes chances que Kering revienne à des prix raisonnables dans le futur. Enfin, quand je dis raisonnable, qu'on revienne aux alentours de 500 euros dans le futur ici. Ne masturbons pas juste nos esprits ici en se disant oui, il y a de grandes chances, mais basé sur quoi? Est-ce que le marché du luxe augmente? Quelles sont les marques qui connaissent une croissance assez élevée au niveau de Kering? Est-ce que la croissance est due au volume ou bien à un effet prix? Est-ce que c'est un mix des deux? OK? Comment est-ce qu'on distribue les produits en question? Quelle est l'évolution des ventes des magasins comparables? Quelles sont les géographies d'opération ici? Que dit le management par rapport à la stratégie? Parce que les chiffres ici, en 3 minutes, on peut voir que Kering peut être intéressante au prix actuel. Même pas 3 minutes, ça prend 2 secondes. Mais ce n'est pas ça qui vous aide à tenir à long terme. À long terme, ce qui vous aide à tenir, c'est la compréhension du business. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que, oh oui, trop dépendant de Gucci, je passe. Non, ça ne me dérange pas. S'ils arrivent à mettre Gucci au même niveau que à gérer Gucci au même niveau que du Hermès en date d'aujourd'hui, ça ne me dérange pas du tout. Burberry, ici, c'est uniquement... Qui vous a même dit qu'il fallait avoir plusieurs marques ici pour être une bonne entreprise de luxe, dans le secteur du luxe? Qui vous l'a dit? C'est Kering, c'est LVMH qui a commencé avec tout ça. C'est qui est une bonne stratégie, bien sûr. OK, on aime bien être diversifié. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. Il y a des gens qui sont bien forts, qui peuvent uniquement, qui sont compétents pour gérer une seule marque. Burberry, c'est pas si mal que ça. Vous voyez, c'est la même tendance. Donc, dans ce secteur du luxe, c'est maintenant que ça va nous intéresser. Là. C'est là que ça va nous intéresser. Parce que rappelez-vous d'une chose. Pour retrouver des opportunités d'investissement, concentrez-vous sur le secteur le plus déprécié sur les derniers mois. OK? Concentrez-vous dessus. Par exemple, quand on va parler de téléperformance, je continue à dire que téléperformance est sous-évalué. Racontez ce que vous voulez. Le narratif n'a pas changé. Et je ne sais pas combien de temps je vais continuer à le répéter ici. À un moment donné, quand on arrivera à 200 euros par là, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Je mettrai également en commentaire comme quoi c'est un coup de chance. Pourtant, j'ai passé mon temps à bavarder dessus. Et je ne vous demande pas d'aller acheter du téléperformance. Allez lire les rapports financiers sur téléperformance. Prenez la peine de le faire. Et si vous avez toujours un avis différent, OK. Mais la plupart du temps, ceux qui disent que oh, mais le couteau qui tombe, machin, l'intelligence artificielle, n'ont jamais passé même 1 heure de temps sur les rapports financiers. Ils ont passé du temps à lire les nouvelles. Lisez les rapports financiers. Téléperformance, Concentrix, encore une fois. Même s'il n'y a plus de croissance au niveau de téléperformance, même si l'intelligence artificielle vient bouffer la moitié du marché, cette compagnie a encore de l'avenir. Elle est sur un marché où elle est leader avec même pas 10% de la taille du marché. Les opportunités de croissance externe sont encore élevées. Bref, on parlait ici de quoi? De Kering. Comme je disais tantôt, privilégiez les secteurs qui sont dépréciés.
Stellantis était déprécié par le passé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde en parle. Oh, Stellantis, 60%, j'ai bien fait de la garder. Combien de temps? Vous ne vous rappelez pas que vous avez eu des moments de doute à un certain niveau? Je ne sais même pas, Amundi s'est remonté. Euronext s'est remonté. Je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Ce n'est pas des entreprises que je suis matin, midi, soir. Mais je ne serais pas étonné non plus. Ça n'a même encore rien fait, c'est encore sous-évalué. Donc ça peut rester sous-évalué pendant très longtemps. Et ce n'est pas plus grave que ça. Le plus important, ce sont les bénéfices nets pour nous. Est-ce que ces bénéfices nets-là sont stables? Est-ce qu'ils sont stables avant d'être croissants? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Les chiffres, c'est bien, mais ce qui vous aide à tenir à long terme, c'est la connaissance du business. Les chiffres vous permettent de poser les bonnes questions. Vous voyez ici, comme sur la vidéo de Rémi Cointreau, on a beaucoup de questions à poser au niveau des chiffres, juste en regardant les chiffres. Vous pouvez lire les mêmes chiffres. On peut avoir les mêmes chiffres ici, mais on ne peut pas les interpréter de la même manière. Et comment est-ce que vous pouvez faire pour interpréter les chiffres? Déjà, il faut connaître à peu près comment est-ce qu'un secteur d'activité fonctionne. Tous les secteurs d'activité ne fonctionnent pas de la même façon. C'est pour ça qu'il faut parfois être prudent sur certains niveaux, sur certains secteurs par rapport à d'autres. OK? Par exemple, aujourd'hui, le pétrole. On se rend compte que le pétrole, ça baisse, non? Ou bien c'est stable? Qu'est-ce qui se passe à ces niveaux-là? Ça baisse? On constate également que ça reste cyclique, n'est-ce pas? Donc, on ne paye pas des multiples très élevés ici. Et la meilleure solution pour du Total Énergie, c'est de racheter les actions parce qu'elle a tendance à être sous-évaluée par rapport à la moyenne des autres entreprises qui font la même chose qu'elle sur le même secteur d'activité. OK? Au prix actuel, elle reste intéressante, hein, mais du point de vue dividende uniquement. OK? Donc, moi, je suis bien contrariant de net. J'aime bien aller dans le sens contraire ici. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les autres délaissent généralement. Et la plupart du temps, on se retrouve avec des belles entreprises en portefeuille. Concentrez-vous sur les secteurs qui sont les plus massacrés. Et parmi les secteurs les plus massacrés, identifiez uniquement la crème de la crème. Il y en a toujours. Parce que le marché a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. OK? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bébé. D'accord? Vous allez voir des secteurs d'activité qui sont dépréciés. L'immobilier. Aujourd'hui, tout le monde dit waouh, les taux d'intérêt diminuent. Vous pensez que vont peut-être diminuer. Ça n'aura pas tendance. Vous pensiez que ça allait monter jusqu'au ciel? Évidemment, ici, on ne sait pas à quoi ça va ressembler demain. Donc, on privilégie d'abord les secteurs qui ont de l'avenir. Je parle souvent d'Alexandria Real Estate ici, que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui est dans le secteur de l'immobilier de bureau. J'ai trop parlé aujourd'hui. N'oubliez pas les notes d'analyse en description de la vidéo. Et allez lire vos rapports financiers, s'il vous plaît. Et ici, il ne faut pas regarder les bénéfices nets sur les rates, free cash flow. Ce sont les FFO minimum qu'il faut regarder. Sur Alexandria, on peut même regarder FFO parce que les types de contrats ici, c'est des triple net lease. Merci. Kering, voilà. Vous avez la conclusion. Maintenant, lisez vos rapports financiers. Merci.